En ce qui concerne la question de la clairvoyance et de la précognition, c'est une possibilité du psychisme humain. Point. Point, barre. Je ne peux pas vivre dans un monde qui divorce avec la réalité. C'est pas possible. En fait, c'est comme si la réalité était un plan, mais que tout autour, il y ait d'autres plans. Et que tout ce que nous sommes est la conséquence du libre arbitre des autres. N'importe qui pratique le Reiki ne peut pas ne pas voir que la réponse qui sort est cohérente. Et arrêter de dire oui, mais n'importe quelle autre réponse serait cohérente, parce que c'est pas vrai. Ces systèmes permettent de scanner je ne sais pas quel champ informationnel dans lequel est déjà gravé des informations que nous pouvons faire parler, que nous pouvons recueillir. Ça remet l'homme à sa place, qui n'est pas d'être un dieu. Les personnes qui sont pragmatiques ne résistent pas à la divination parce que la divination marche. Les animaux, je les vois, je suis amoureuse. Voilà. Merci beaucoup, Maud Christine, de m'accueillir chez vous via Zoom, parce qu'on est à deux endroits très éloignés sur la planète. Je ne sais pas si vous voulez ou pouvez dire où vous trouvez, mais en tout cas en Amérique latine. Bon, je suis en Uruguay et chez nous c'est l'été, d'où le décalage de tenue entre vous et moi. Voilà. Très bien. Alors, on va aborder des thèmes qui, j'espère, vous sont chers, enfin, je crois. Et on va essayer de faire ça sous la forme d'une conversation, même si, évidemment, il y a un peu un fil conducteur avec quelques questions que j'aimerais vous poser. Ce que j'ai toujours remarqué chez vous dans vos interventions, soit à la télévision, soit sur Internet, enfin ou les conférences qu'on peut voir, hein, c'est que vous avez toujours eu souci de partager vos connaissances et de pouvoir ouvrir la porte aux gens qui voudraient étudier ce que c'est que la voyance. Pourquoi est-ce que vous avez ce souci-là d'étudier ce que c'est la voyance? Est-ce qu'il y a une idée de transmettre plus loin ou simplement de faire avancer la science? C'est-à-dire que c'est surtout, je ne peux pas vivre dans un monde qui divorce d'avec la réalité. Voilà. Les phénomènes de clairvoyance et de précognition existent et nous vivons dans un monde qui ne reconnaît pas cette existence, puisqu'il n'y a, par exemple, en France, aucun laboratoire de parapsychologie, même si l'Institut métapsychique peut faire quelques recherches, c'est sans budget, et il n'est absolument, même s'il y a eu des publications tout à fait prestigieuses en parapsychologie, elles sont toujours contestées dans une espèce de guerre qui n'en termine jamais. Or, ces facultés existent. Et il ne s'agit pas, comment vous expliquer, je ne suis pas comme quelqu'un, par exemple, qui aimerait l'opéra et qui aurait pour mission de faire découvrir à tout le monde la beauté de l'opéra parce que l'opéra, c'est merveilleux, ça donne des émotions. Non, on n'est pas sur quelque chose de subjectif. Vous pouvez aimer l'opéra, vous pouvez ne pas aimer l'opéra. Bon, tant mieux pour vous si vous l'aimez, vous pouvez aimer autre chose, mais en ce qui concerne la question de la clairvoyance et de la précognition, c'est une possibilité du psychisme humain. Point. Point, barre. Alors, une possibilité ne veut pas dire que c'est reproductible à 100% tout le temps, à chaque instant, mais l'inspiration poétique non plus. Pas pour autant que ça n'existe pas. Donc, un monde qui considère que ces informations n'existent pas, que les voyants font de la psychologie ou du mentalisme ou simplement abusent de la détresse des gens, enfin, etc. Mais indépendamment même de l'exercice professionnel, les questions que pose l'existence de la clairvoyance et de la précognition sont des questions qui modifient profondément tout ce que nous pouvons avoir comme idée du fonctionnement psychique. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce que nous pensons être la manière que nous avons de communiquer, d'échanger, tout cela est profondément modifié par l'existence de la clairvoyance et de la précognition. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose enfin, et quand les gens me répondent ah mais laisse-les s'ils n'y croient pas, on peut croire, ça n'a rien à voir avec la croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'à titre personnel j'ai pas des formes de croyance. On peut, voilà, prier Jésus ou Bouddha ou bien. Là on est sur autre chose. Et tout mon travail, depuis que j'ai découvert que j'avais ces facultés, dans mon cas je dirais accidentellement, naturellement, je n'ai eu de cesse que d'essayer de les ramener le plus possible vers la possibilité de les vérifier, de les objectiver. Et les objectiver pas
parce que moi j'en ai besoin, parce que moi voilà, j'ai ma carrière, voilà, j'ai plein de gens qui me consultent, j'ai des élèves, voilà. Donc c'est pas une question personnelle, c'est une question, comme d'ailleurs toutes les personnes qui ont de certaines capacités dans ce domaine-là, hein. Les guérisseurs qui guérissent, vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin d'être validés par la science, hein, ils ont des mois de rendez-vous d'avance, etc. Hein, bien. Donc c'est pas des questions de j'ai besoin de ça pour exister socialement. C'est des questions de je ne peux pas vivre dans un monde qui divorce avec la réalité. C'est pas possible. Voilà. Donc, dès le départ, puisque la question était, en fait, chaque fois qu'on parlait de voyance, on parlait de psychologie, on parlait enfin, dans les très nombreuses télévisions que j'ai fait au départ, il y avait toujours des personnes pour m'expliquer mieux que moi ce que je faisais. Donc, je comprenais les gens, j'étais utile, j'étais aidante. Alors ça, c'était la face angélique, vous voyez. Ou bien j'étais une espèce de salope, hein, carrément, qui abuse des gens, de leur faiblesse, parce que j'étais maligne, etc. Mais moi, ma question, ça pas... Ou alors on rentrait avec le sociologue de service qui rentrait dans des trucs du type, oui, alors voilà, les femmes, il y a plus de femmes qui sont voyantes que d'hommes. Considérations qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc tout est fait dans notre monde pour vider la question de la voyance de la seule question qui est intéressante, c'est-à-dire est-ce que véritablement on peut avoir des phénomènes de clairvoyance et de précognition pour s'intéresser à d'autres questions qui sont la pratique commerciale de la voyance, les bons voyants, les mauvais voyants, les rêves prémonitoires qu'on peut avoir mais qui sont peut-être pas vraiment des rêves prémonitoires. Bon, est-ce que de tout ça finalement n'est pas des systèmes de mentalisme qui influencent les gens? Bref. Donc, l'idée, c'est de tout faire pour vider la question de sa question principale, qui est sa réalité. Or, dans la mesure où j'ai la chance d'avoir de manière assez continue la possibilité de provoquer le phénomène de clairvoyance ou de précognition, je me suis livré des expériences parce que je me suis dit, là, on va arrêter de discuter, en fait. Vous voyez, on va rentrer vraiment dans le gros du sujet. Donc j'ai fait tout un tas de démonstrations télévisées, dont une démonstration qui a été l'objet d'un documentaire de Marie-Monique Robin, où j'ai même fait des expériences dans des laboratoires de parapsychologie qui ont été réussies. Bien. Donc là, quand je vous dis ça, je crois que vous voyez quel est mon objectif. Mon objectif, c'est juste de ramener la voyance comme un objet d'étude scientifique, parce que son existence, la voyance, mais aussi l'emploi des arts divinatoires, qui a existé de tout temps sur toutes les cultures, c'est un art de vie, c'est un art de la guerre, et que quand on maîtrise ça, on perd beaucoup moins de temps dans sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'enseigne, et on en parlera. Le fait de développer son sixième sens, ça sauve la vie de certaines personnes. Ça leur permet d'éviter des choses terribles, ça leur permet d'avoir des rêves prémonitoires dans lesquels ils ont des informations qui peuvent être des informations capitales pour la suite de leur vie. Donc, on ne peut pas. Comment vous expliquer la question n'est pas l'exercice professionnel de la voyance en Occident au XXIe siècle. La question est ces capacités font partie des êtres humains. Quand on les développe, elles permettent de mieux trouver son chemin. Ce qui ne veut pas dire qu'elles éviteront la maladie, l'échec ou la mort, parce que nous, en étant incarnés, nous aurons de toute façon des douleurs, des soucis, parce que ça fait partie de l'incarnation, mais à certains moments, eh bien, ça permettra de prendre les bons embranchements. Donc, étrangement, et je ne peux pas m'empêcher de faire immédiatement une relation. Pour la première fois depuis l'existence de l'espèce humaine, nous mettons notre espèce et les autres espèces animales en danger par la gestion que nous avons de la planète. Ce qui est étonnant, c'est que c'est justement dans un univers qui prône la rationalité qu'on arrive à cette profonde irrationalité qui est de faire courir un risque collectif de disparition à une espèce et à toutes les autres espèces sur une planète. Vous voyez? Donc moi je pense qu'il y a quand même un rapport entre l'usage d'une certaine forme de rationalité et l'état actuel de notre écosystème, parce que les cultures qui mettent au centre de leur prise de décision dans des pratiques méticorrectuelles
clairvoyance, hein, on va l'appeler comme ça. Donc, toutes les cultures qui utilisent, je dirais, une connexion avec d'autres plans de conscience, évidemment, on va parler des Indiens, mais il y a d'autres peuples comme les Tibétains, hein, mais là c'est la médiumnité incorporation, mais c'est le même principe, c'est l'idée que des informations peuvent être dans d'autres plans de conscience, que nous pouvons nous relier à ces informations et les utiliser. Bon. Ce sont tous des peuples qui ont un respect écologique basique et qui ne voient pas forcément l'univers qui les entoure comme uniquement quelque chose qu'on peut asservir et piller jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc, avec le développement du sixième sens, de la clairvoyance, et je le vois très clairement dans mes élèves, il y a aussi des prises de conscience par rapport à ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Voilà. Mhm. Donc, c'est un, au niveau personnel, parce que développer son sixième sens change tout, et deux, bien entendu, au niveau général, parce que la compréhension holistique du monde qu'amène le développement du sixième sens n'aurait jamais permis de se retrouver à J-X de l'apocalypse, quoi. C'est intéressant ce que vous dites à propos du divorce avec la réalité, parce que du point de vue actuel, réductionniste matérialiste dans lequel on vit, c'est vous qu'on pourrait accuser d'avoir divorcé avec la réalité, vous et bien sûr tous les autres de Mais, leur point de vue. eh bien, c'est pour ça que je refuse de parler de ce sujet et que je me limite, à titre personnel et maintenant avec l'école, à faire des démonstrations. Comme ça, Mhm. si quelqu'un peut m'expliquer, si vous voulez, comment il est possible que des personnes arrivent à donner des informations extrêmement précises sur la photo d'une personne qui est dans une enveloppe, pas de problème. Moi, je prends. Hein. Mhm. On peut m'expliquer, parce que dans mes ateliers, par exemple, nous posons des questions véritables. C'est-à-dire que moi, je ne pars pas du principe qu'on apprend le sens des cartes de manière euh, virtuelle. Dans tous mes ateliers, nous posons des questions véritables. Que si vous participez à un de mes ateliers, on va demander, par exemple, comment va se passer votre négociation avec votre entreprise que vous êtes en train de quitter. Bien. Vos camarades vont faire un tirage de cartes, d'accord. Et puis, bah, le webinaire d'après, on va voir si ça s'est bien passé comme ça. Moi, je refuse de discuter, je montre. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une plus grande... certains parlent un certain taux vibratoire de la Terre qui ferait qu'on est tous plus sensibles à des choses qui étaient considérées dans les siècles passés comme impossibles, en tout cas en Occident, et qu'on va de plus en plus dans cette direction à cause d'un changement vibratoire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, moi, je suis pas très calée dans ce genre de choses parce que, une fois de plus, moi, je me limite bien souvent à ce qu'on peut prouver ou pas. Bon, en revanche, ce que je peux là matériellement dire, hein, et que des chercheurs, des sociologues ont vu, c'est qu'il y a, de la part de l'opinion, une méfiance et un divorce par rapport au rationalisme qui s'est beaucoup passé au moment du Covid, dans la mesure où le public a découvert quelque chose qu'il ne savait pas, c'est que il pouvait y avoir plusieurs points de vue scientifiques sur le même point. Alors que la force de la science avant, c'était de dire il y a une réalité. Et le Covid, finalement, bah, ça a été un traumatisme majeur pour les personnes qui avaient cette espèce de croyance en une science toute puissante et univoque, parce qu'on avait à 20 heures un médecin qui disait faut mettre des masques, à 20h10 sur une autre chaîne, un autre qui disait mais non, pas du tout, ça sert à rien. Et là, vraiment, on s'est rendu compte que, il y avait, que c'était aussi la science, que c'était aussi quelque chose qui se fabriquait. Voilà. Et que par la manière qu'on avait de le fabriquer, on pouvait arriver à des versions différentes. Et ça, qui est moins de, je dirais, d'adhésion naïve au rationalisme, oui, ça je crois que oui, voilà. Mais ça se mesure. Vous voyez, ça se mesure sociologiquement. Quels sont les principes qui sous-tendent les pratiques divinatoires? Est-ce qu'il y a une logique, une mécanique? Est-ce que c'est rationalisable ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus proche de la connexion mystique, d'une connexion particulière d'un don? Ou est-ce qu'on pourrait
Bah vous l'entraînez, vous avez des élèves. Donc, est-ce qu'on peut vraiment rationaliser la pratique? Alors, je ne sais pas, rationaliser, j'ai découvert une méthode, et j'ai pas peur de le dire parce que ça va faire l'objet, c'est en train de faire l'objet d'un livre dont je vais vous parler. J'ai découvert une méthode qui, quand elle est appliquée, y compris par des personnes qui sont cartésiens et qui ne partent pas du tout du principe que ça peut fonctionner, leur permet d'obtenir des résultats. Voilà. Alors, est-ce que c'est une rationalisation? Je ne sais pas. En tout cas, c'est de l'ordre d'un apprentissage possible, comme il est possible d'apprendre la musique. Mhm. Après, il y a des gens qui jouent plus ou moins bien, mais il est possible d'apprendre la musique. Il y a pas de doute. Voilà. Or, toujours dans la lignée, une fois que moi j'ai fait le plus de démonstrations que je pouvais faire, bon, j'ai vu que ça n'intéressait absolument pas la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'autant ça intéressait plein de gens, hein, des chefs d'entreprise, des gens qui avaient envie d'être conseillers guidés ou qui voulaient savoir tout un tas de choses parce qu'ils ont compris que par ce moyen-là, on pouvait avoir énormément d'informations extrêmement rapides et souvent fiables. Ça n'a pas du tout intéressé la communauté scientifique. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, c'est normal parce que même la notion de sujet psy, vous voyez, ça veut dire c'est quelqu'un de particulier. Alors après, ça fait tenir le truc sur les épaules de quelqu'un qui serait une espèce de personne un peu incroyable, un peu rare, un peu bon. C'est pas le cas du tout, en fait. Voilà. Donc, l'idée de l'école, c'est de se dire, plus il y a de personnes qui vont faire cette expérience, plus ils vont le vivre, plus ils vont le pratiquer, plus ça va, changer leur vie, mais plus aussi leur entourage va avoir, vous, vous comprenez, que il y a là quelque chose, j'ai presque envie de faire une comparaison, dans les années, à la fin des années 70-80, le fitness est incroyablement développé aux États-Unis. Pourquoi il s'est développé? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte que quand même, c'était plus agréable d'avoir de la force physiquement, de ne pas être rouillé au niveau articulaire, de vieillir mieux dans son corps. Jeanne Fonda, par exemple, a fait un travail extraordinaire avec ça. Bon. Parce que autour de vous, vous aviez quelqu'un qui... Bon. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, j'ai envie de dire, suivent des séminaires et puis ensuite, des amis à eux viennent également suivre le séminaire, etc. Parce que on se rend compte que véritablement, ça modifie le psychisme et d'une manière très, très positive parce qu'on arrive à mieux gérer des situations très concrètes, mais vraiment très concrètes, en prenant au bon moment la bonne décision. Voilà. Le, le... Et c'est ça qui modifie tout. Toute une catégorie de personnes, finalement, se rendent compte que, un, ils peuvent le développer, deux, ils peuvent l'utiliser, et il ne s'agit pas pour eux de devenir voyants, mais ça leur permet, par exemple, dans un entretien d'embauche, de savoir immédiatement comment se comporter, de prévoir, de mieux comprendre un conflit avec un proche, hein, ou avec quelqu'un qui n'est pas proche, d'ailleurs, de savoir s'ils doivent espérer ou non par rapport à une situation. Ça leur permet de déterminer finalement leurs possibilités et les pratiques oraculaires, depuis le début du monde, ont toujours été utilisées, je dirais, en général et plus particulièrement par les gouvernants, mais pas pour leur petite carrière personnelle, pour prendre des décisions qui engageaient la guerre ou pas la guerre, la chasse ou pas la chasse, bref, des décisions qui sont collectives. Ouais, Et ouais. ce que les élèves expérimentent dans leur vie, c'est que ça leur permet, en effet, pour eux, de mieux se diriger. Est-ce que du coup le futur est tracé ou bien est-ce que c'est une mosaïque de possibles et puis il y a une part de décision personnelle mais il y a une mosaïque de possibles limitée devant soi et on choisit de manière limitée selon nos capacités et nos possibilités à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Comment vous expliquez la divination et la possibilité de la divination? Alors, à mon sens, en fait, le monde de la matière que nous voyons avec nos cinq sens, hein, dans lequel nous sommes, est un monde totalement réduit, d'accord, lourd, lourd, réduit,
et obéissant à des lois contraignantes, qui sont par exemple le fait que vous devez manger, dormir. Si vous ne mangez pas beaucoup, vous ne dormez pas beaucoup, il faudra passer par là. Si je jette ce stylo, il va tomber, il y a la pesanteur. Voilà, il y a un tas de lois physiques qui régissent ce monde, de lois psychologiques aussi, qui fait que on n'est pas le centre du monde, social, psychologique. Bref, le monde de la matière, il est régi par plein de lois, mais qui sont pesantes, mais pour moi, sont l'existence qu'on peut toucher de ce monde. Vous voyez, cette existence-là, euh, la partie que nous pouvons attraper avec notre pensée et nos cinq sens, et finalement, la partie infime, c'est la partie visible. En fait, c'est la partie visible, la partie que nous pouvons appréhender, c'est la partie visible de l'iceberg, mais ce monde, quand quelque chose se produit dans la matière, dans cet univers lourd que je viens de décrire, il s'est déjà produit ailleurs, dans un autre plan. En fait, c'est comme si la réalité était un plan, mais que tout autour, il y ait d'autres plans. Et finalement, la divination, elle permet de visiter ces plans, elle permet d'interroger ces plans, elle permet de sonder ces plans qui sont invisibles avec les cinq sens. Alors, il y a toujours eu deux grandes façons de faire de la divination. Hein. La première, c'est de développer spontanément sa clairvoyance. Dans bien des cas, ça allait avec la prise de substances comme le de Delphes aujourd'hui, certains chamans, etc. Et l'autre manière, c'était d'essayer de discuter avec le cosmos, avec des conventions. Vous voyez, parce que la divination, c'est une convention. Alors, par exemple, les aruspices, ils interrogeaient les oiseaux, hein, et on considérait que tel oiseau dans telle situation voulait dire que, etc. Bon. Le yiking, par exemple, le grand système divinatoire, à la base, on brûlait des carapaces de tortues en posant une question, et on considérait que la manière dont elle était brûlée signifiait que. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est arrivé à la création des hexagrammes, mais plus incroyable encore, à la création de l'écriture chinoise. C'est pas moi qui le dis, c'est Van der Munch, hein, qui est un sinologue. Donc la divination elle a toujours fait partie de la culture des hommes qui se sont rendus compte qu'on pouvait toquer finalement à la porte d'autres plans, pic, 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 pour essayer de savoir un peu ce qu'allait se jouer dans la matière qui est finalement le dernier plan, le plan où ça tombe. Ben oui, c'était le dernier plan, mais c'est le plan où ça tombe, mais c'est le plan où on vit. Donc on a quand même l'intention, il vaut quand même mieux être un petit peu au courant de ce qui se trame en backstage avant de le voir, avant de le voir débouler dans la réalité. Vous comprenez? Mais ça veut dire qu'avec les choses qui se passent en backstage, il y a quand même plusieurs plans dans lesquels on peut essayer de deviner, de voir, mais qu'ensuite on peut faire choisir quand même Voilà. plus ou Alors moins dans des plans une préférence. c'est là où j'en viens à cette question, qui en fait est une question qui n'a pas qu'une seule réponse. Est-ce que le futur est écrit ou pas? Ça dépend du futur dont on parle. Voilà. Imaginons par exemple, vous êtes fou amoureux d'une femme qui ne vous aime pas. Bon, là, la réponse elle est simple. Cette femme ne vous aime pas, ne vous aimera pas, et la réponse est non, sera non, il restera non. Voilà. Donc là, le futur il est écrit. Il est écrit parce que dans notre futur, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui à l'heure de la pensée positive, c'est d'imaginer que si nous avons du libre arbitre, les autres aussi, et que tout ce que nous sommes est la conséquence du libre arbitre des autres. Par exemple, si vous êtes marié, c'est parce qu'un jour, il y a une femme qui avait envie de s'engager avec vous. Petit détail. Bon, donc vous êtes bien, vous êtes parce que c'est son libre arbitre. Quand vous avez un travail, vous avez été mis en compétition avec d'autres personnes, et le DRH a pris la décision de vous embaucher, vous. C'est son libre arbitre à lui. OK? Alors maintenant, il y a d'autres éléments, par exemple, dans la vie. Par exemple, est-ce que je vais... dans mes tests, dans mes cours de tarot, au départ, je faisais quelque chose que maintenant je ne fais plus. Je demandais aux élèves s'ils allaient partir à Londres le week-end prochain. Je vous expliquais pourquoi je faisais ça. Ils faisaient des jeux de tarot. Alors certains étaient très positifs, d'autres négatifs.
Et quand on débriefait, on se rendait compte que les gens qui avaient des enfants en bas âge, des chats qu'ils ne pouvaient pas faire garder, pas les moyens de se payer comme ça un billet pour Londres, et ben la réponse était non. Et puis ceux qui étaient dans une situation où ils étaient très libres, ils étaient célibataires, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient le week-end prochain, ben eux, la réponse était oui. Est-ce que vous croyez qu'ils sont partis à Londres? Non, aucun. Simplement, c'était impossible. Et la divination répondait de manière très juste sur possible, pas possible. Et en fait, les pratiques divinatoires, c'est des pratiques d'évaluation des chances de réalisation des choses. Maintenant, il est clair que ces chances de réalisation, euh, bah, c'est exactement la même chose que dans la vie. Si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer si je prends ma voiture à 180 à l'heure et que je fonce dans un mur en béton, je vais vous répondre que vous allez mourir. Voilà, c'est sûr. Bon. Donc, il y a en effet tout un tas de voies qui sont fermées et la divination nous en informe. Voilà. Alors parfois, vous allez me dire, on n'a pas besoin de demander à la divination ce qui va se passer si on va 180 dans un mur, mais parfois on peut sincèrement, par exemple, comme ça m'est arrivé avec certains clients, penser qu'on va s'expatrier dans un endroit, puis ça ne marche pas. On va tout faire, on va faire tout ce qu'on peut, puis ça ne marche pas. On peut penser qu'on va écrire un livre, puis ça ne marchera pas. On peut penser qu'on va rentrer dans une relation sentimentale avec quelqu'un, puis ça ne marchera pas. Et parfois, c'est pas mal de le savoir avant. Alors vous allez me dire, est-ce que ça vous influence? Alors ça aussi, c'est la grande question. Comme si la divination, d'un côté, on ne reconnaît pas l'existence de la divination, mais de l'autre, la parole oraculaire, la parole du voyant dans la personne des gens qui ont, dans la parole, dans la pensée, pardon, la parole du voyant dans la pensée des gens qui n'y croient pas, c'est une parole qui est toute puissante. Parce qu'il suffirait que je vous dise, vous allez vivre en Australie, pour que vous vous retrouviez en Australie. Sauf que, ben non, parce que pour vous retrouver en Australie, il va falloir qu'il y ait énormément de points qui se passent dans votre vie pour le permettre. D'accord? Donc, non, la voyance n'influence pas. Alors, en fait, il y a deux catégories de prédictions. Il y a les prédictions qui se passeront qu'on le veuille ou non. Par exemple, votre boîte ferme. Moi, il faut m'expliquer comment vous empêchez. Vous voyez, là, je crois qu'il y a un sujet avec Michelin, si ma mémoire est bonne, en ce moment. Alors, vous allez m'expliquer comment votre libre arbitre va vous permettre de rester ouvrier dans une usine qui ferme. Là, je suis curieuse quand même. Hein, voilà. Donc, à un moment, il y a des situations que vous subissez pour des raisons X ou Y qui n'ont parfois même aucun rapport avec vous, voyez, mais aucun, de chez aucun. Et là, bien la divination vous dit, c'est mort, voilà, ça ne marchera pas. Et puis d'autres où on vous donne vos chances. On vous renseigne sur vos chances. Et après, vous pouvez aussi utiliser des pratiques pour voir comment optimiser ces chances. C'est-à-dire que quand ça passe un peu short, vous regardez ce que vous regardez, vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas. Alors, par rapport à l'influence que vous venez d'évoquer avant, l'influence qu'on pourrait avoir sur... alors évidemment, c'est un exemple un peu extrême d'aller vivre en Australie, mais cette influence, on peut l'avoir aussi parce qu'on porte énormément de crédit à la personne qui nous le dit. Moi, je pense par exemple aux médecins qui ont une position très importante dans la société et qui vont poser des diagnostics et parfois des diagnostics qui peuvent être effrayants ou qui peuvent condamner des personnes. Et si ce diagnostic s'avère être faux par la suite, la personne aura quand même souffert du diagnostic. Euh, Elle aura eu peur, elle sera mise dans une situation de stress qui aura peut-être eu des implications sur sa santé. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect qu'on peut quand même retrouver chez les personnes qui, justement essayent de voir l'avenir et qui pourraient, alors de manière volontaire ou involontaire, hein, de manière planifiée ou non, ou de manière consciente ou inconsciente, influencés par ce qu'ils vont dire l'autre personne? Mais de toute façon, si vous accordez du crédit à une parole, quelle qu'elle soit, vous ne pouvez pas. Enfin, à un moment, il faut être sérieux. Ou vous partez du principe que on ne peut pas voir le futur. Et pourquoi pas? Partez de ce principe si vous voulez. Non pas voir le futur, mais voir les possibilités qu'il y a dans le futur. Si vous partez de ce principe, consultez pas de voyant. Mais il est clair que si vous consultez un voyant, vous allez tenir compte de ce qu'il vous a dit. Bon,
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une voie médiane. C'est que bien souvent, et moi je suis la première dans cette voie médiane, vous voyez, ça m'est arrivé par exemple de très bien voir au niveau divinatoire qu'un truc était pourri, mais de quand même le continuer parce que j'avais une curiosité intellectuelle de me dire ça va péter où ça? Mhm. Non, Ouais. mais c'est arrivé même des trucs idiots, par exemple, vous voyez, des annonces de maison. Bon, je cherche à acheter une maison, vous avez des réponses catastrophiques. Vous dites, je veux comprendre quoi. Donc, bah, au pire, vous perdez une heure, vous prenez votre voiture, puis après, une fois que vous êtes sur le site, vous dites, ah ouais, je vois. Comment vous expliquer ça empêche absolument pas. Moi, ça m'arrive plein de fois. Alors maintenant, évidemment, tout dépend. Euh, Imaginez, vous devez prendre un vol Paris-New York et on vous dit l'avion va cracher, bah, vous prenez pas le vol, prenez pas le risque. Mais prendre le risque de perdre une heure pour aller voir une baraque qui était sur la photo, c'est pas très grave, hein, quand on est curieux. Mhm. Oui, il y a des tas de fois où on prend des décisions qu'on sait être aller contre, Et puis on n'est contre pas notre obligé, bien-être. et on n'est pas obligé de demander pour tout. Vous voyez, moi j'ai des clients qui sont des gens vraiment bien. Dans la majorité, c'est vrai, c'est vraiment des gens bien, mes clients. Beaucoup que je connais depuis 30 ans et qui maintenant voient leurs enfants, etc. Donc voilà, ça fait toute une espèce de dynamique comme ça, de médecin de famille. Et, et l'autre jour, par exemple, j'ai une cliente qui rencontre des difficultés importantes sur le plan professionnel, qui est chef d'entreprise, qui a des difficultés, etc. Et puis à la fin, elle me dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un. Et elle me dit, Maud, regardez pas, parce que là, j'en peux tellement plus entre le DRH qui fait ci, le bailleur de mes locaux qui fait ça. Elle me dit, j'en peux tellement plus que j'ai envie d'y croire. Elle me dit, carrément, j'ai envie d'y croire, donc on va pas regarder. Ok, on regarde pas. On peut aussi s'autoriser à dire à un moment, bah voilà, j'ai envie de rêver un peu. Voilà. Et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais je n'ai pas envie de le savoir. En l'occurrence, je la connais depuis 25 ans, donc elle sait que quand la divination dit non, ben en général, c'est non. Voilà. Et quand la divination dit oui, ça ne peut fonctionner que si vous mettez en place les choses. Je donne un exemple idiot. Vous voulez louer demain un appartement. Bon, je vais vous dire, oui, c'est bon, vous allez l'avoir. Mais vous pouvez très bien me faire mentir. Il suffit que vous n'alliez pas à la signature de l'agence et j'aurais tort. Voilà. Alors maintenant, il y a des choses beaucoup plus mystérieuses, notamment, et ça reste alors vraiment le mystère du mystère du mystère, c'est comment est-il possible, puisque je le vois et j'ai des personnes qui me le racontent, de pouvoir dire à quelqu'un 20 ans avant, vous allez rencontrer un Américain, par exemple. Voilà, ça, voilà. Qu'est-ce qui fait que dans le champ, j'aime pas employer des mots scientifiques parce que je trouve que ça veut rien dire. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le champ magnétique, ça veut rien dire. En tout cas, dans le champ informationnel de la personne, qu'est-ce qui fait que, à un moment, en 2005, j'ai pu dire à cette personne, vous allez rencontrer un Américain. Voilà. Et elle avait gardé le cahier. Bon, elle l'avait oublié. Et puis il se trouve que quand elle a divorcé, parce que j'avais vu qu'elle divorçait, ça s'est passé, malheureusement pour elle, elle est restée un moment seule, elle a complètement oublié ce truc-là, elle rencontre ce mec, puis d'un coup, il y a des trucs qui, vous voyez, elle dit, tiens, mais ça me rappelle une espèce de sentiment un peu de déjà vu. Et puis là, elle va retrouver son petit cahier, parce qu'elle note toutes nos consultations, on en a une tous les 3 4 ans. Et puis elle regarde, elle retrouve le truc. Mais il y avait plein de détails. Il y avait plein de détails. Alors, ça, c'est quand même très, très troublant. Alors, vous allez me dire, dans l'absolu, c'est pas plus troublant que d'imaginer que des morceaux de carton, comme les cartes du tarot ou du Béline, peuvent permettre en webinaire, par exemple. Moi, c'est arrivé avec des élèves. Un jour, une élève nous parle de la situation professionnelle d'une amie. Les autres élèves font un tirage de cartes. On découvre des choses d'une grande complexité. Et qu'est-ce que je fais pour montrer aux élèves, pour que les élèves puissent voir que la personne qui pose la question ignore? Qu'est-ce que je fais pour que les élèves puissent voir s'ils ont raison ou pas? Je demande à cet élève, l'autre élève, d'appeler son ami qui était disponible et qui savait que nous allions poser la question, parce que là, il y avait quand même un problème éthique. Et on tombe sur quelqu'un qui explique complètement tout ce que les élèves ont vu. C'est merveilleux. Vous voyez, c'est-à-dire que on a une personne qui est d'accord pour servir de cobaye, d'accord? Les élèves font un travail sur elle, trouvent un certain nombre de choses, mais malheureusement, la personne qui propose son cas ne connaît pas la réponse. On l'appelle et elle valide.
Alors, c'est peut-être moins merveilleux que de pouvoir prédire tant de temps avant quelque chose. Voilà. Mais Mhm. euh, c'est quand même, c'est quand même rare. Ouais, ouais, Les deux sont fous. Alors ouais. maintenant, vous pourriez me répondre, est-ce que c'est la seule personne à laquelle vous avez prédit qu'elle allait rencontrer un Américain? Non. Il y en a eu d'autres. Et il y en a eu d'autres qui m'ont dit, j'ai rencontré un Américain. Est-ce que quelqu'un auquel je prédis qu'il va avoir une maison comme ci, comme ça? Il y a toujours d'autres maisons qui peuvent ressembler à cette maison. Mais ce qui est incroyable, c'est quand vous prédisez des changements géographiques, des changements professionnels bien avant qu'ils soient en train de se passer. Mhm. Donc, pour répondre à la question, l'avenir est-il écrit? Je pense, et j'ai souvent employé cette comparaison, que l'avenir est écrit comme notre patrimoine génétique voilà, nous informe nos cellules et il nous modèle. Et bon, vous avez une taille et un poids. Aujourd'hui, c'est quand même lié à l'exercice que vous faites et aux calories que vous consommez. Bon, en revanche, vous avez les yeux d'une couleur, ils vont rester comme ça. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez absolument rien faire et d'autres qui dépendent complètement de la manière dont vous vous gérez. Et je Ouais. crois que C'est une juste comparaison, ça. Parce il y a la génétique et il y a l'épigénétique. Et la génétique, c'est ce qu'on nous donne, et, ma foi, on doit faire avec. Et l'épigénétique, c'est ce qui va changer grâce aux apports extérieurs. Et il y a des tas de choses qui peuvent changer au niveau génétique par les apports extérieurs. Et là, c'est un petit peu ce rapprochement que je ferais. Il y a un avenir donné, mais il y a aussi un avenir plein de possibilités. Et les deux se côtoient, peut-être. la divination, c'est ces apports-là. C'est-à-dire que vous vivez une vie qui est augmentée. Vous comprenez? C'est-à-dire que plutôt d'avoir qu'une seule possibilité qui est de faire des listes avec des pour et des contre, c'est déjà très bien, hein, c'est très bien d'être logique, quand déjà on est capable de penser sa situation de manière objective, etc. Mais la divination, elle apporte complètement elle apporte un autre point de vue qui parfois qui dans bien des cas, je sais que je travaille beaucoup avec des entreprises, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis par exemple, bon ben voilà, là il y a des très très gros problèmes dans votre société, on a l'impression qu'on est au bord de la cata, la personne me répond, bah oui, ce que vous me dites, c'est ce que me dit mon comptable exactement. Bon, donc les gens qui veulent racheter des structures, je donne des informations et au même moment, il y a un cabinet qui travaille là-dessus et qu'on voit un rapport qui est exactement ce que je suis en train de dire. Bon, donc on ne va pas forcément contre la réalité, mais ça donne un accès. Et évidemment, comme par rapport à ces réalités dans lesquelles que nous devons affronter, quelles qu'elles soient, la divination nous donne la meilleure posture, en fait. C'est-à-dire qu'entre tout un tas de possibilités qu'on aura à un moment, ben, on choisit la meilleure. Voilà. Quelle est la différence entre les différentes manières de questionner l'avenir? Je pense par exemple au tarot et au Yiking. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou c'est simplement des approches semblables qui s'expriment différemment ou qui permettent d'autres choses? Alors, le fait d'utiliser, donc une fois de plus, hein, je le dis, il y a ce que le grand public appelle la voyance spontanée, mais qui est aussi amplifiée dans d'autres cultures par des produits type hallucinogènes, etc., qui, elle, permet de se mettre dans un état de conscience qui permet, je dirais, de passer les portes des sens, hein, et de réussir à avoir des informations qu'on ne peut pas avoir sensoriellement. Et ça, c'est mon séminaire clairvoyance où des élèves qui sont comptables, institutrices, professeurs, médecins, femmes au foyer, au bout de 8 mois de formation, arrivent à travers une enveloppe fermée, à déterminer énormément d'éléments de ce qu'on appelle la cible, parce qu'ils ont appris à le faire. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'effraction spatio-temporelle pure qui vient de vous et qui vient d'un état de conscience modifié dans lequel vous vous mettez. Voilà. Après, dès qu'on a affaire à des mancies, donc dès qu'on décide
de communiquer avec ces plans de conscience à travers un code, vous voyez, on est un peu toujours dans la même chose. Alors vous allez me dire, bah oui, Maud, mais lire dans les entrailles des oiseaux, c'est pas la même chose que d'utiliser le tarot. Bah si, parce que vous partez du principe que dans un cas comme dans un autre, quelque chose, vous allez créer une synchronicité, d'accord? Vous créez une synchronicité en posant une question, voilà. Et vous décidez que euh, si vous avez par exemple la maison Dieu au milieu de votre jeu de tarot, en synthèse, ou si vous avez, alors, je suis végétarien dans les entrailles des oiseaux. Enfin, bref, j'ai pas trop été regarder ce qu'ils faisaient, hein, les Romains, là. Bon. Mais enfin, bref, quand ça se plaçait d'une certaine façon, ça voulait dire que, et quand ça se plaçait d'une autre façon, ça voulait dire que, comme nos écailles de tortue du viking. Bon. Et c'est toujours la même histoire, c'est considérer qu'on peut dialoguer à travers quelque chose de matériel, que ce soit les entrailles des oiseaux ou les cartes, qui, selon la manière dont elles vont se présenter, va délivrer un message. Voilà. N'importe qui pratique le Reiki ne peut pas ne pas voir que la réponse qui sort est cohérente. Et arrêtez de dire oui, mais n'importe quelle autre réponse serait cohérente, parce que c'est pas vrai. Voilà. Et quand vous avez, par exemple, je ne sais plus n'importe quoi, vous souhaitez ouvrir un restaurant 6 mois avant le Viking et 6 mois avant le Covid, et puis vous avez une réponse du Viking qui est par exemple le 47, l'accablement, bah, qui dit en gros, bah, c'est même pas la peine, tu y arrives, enfin voilà, en gros, c'est dead. Bah, vous comprenez pas pourquoi, mais quand le Covid arrive avec les règlements sanitaires, là, vous voyez que c'était pas non plus la réponse qu'auraient pu donner tous les hexagrammes. Donc, faut arrêter, vous voyez, d'être de mauvaise foi. Et il faut arrêter aussi de dire que c'est juste des conseils, c'est non. Ces systèmes permettent de scanner je ne sais pas quel champ informationnel dans lequel est déjà gravé des informations que nous pouvons faire parler, que nous pouvons recueillir, que nous pouvons même croiser avec d'autres informations et qui nous permettent Qu'est-ce de... qu'on peut dire alors de l'astrologie, du coup? Comment est-ce que ça s'en sert là-dedans? Est-ce que vous avez une expérience là-dedans? Alors, j'ai pas une grande expérience de l'astrologie, j'en ai qu'une toute petite, donc là vraiment je me sens pas légitime, mais ce que je trouve intéressant dans l'astrologie, c'est déjà de cette idée que puisque nous naissons, nous sommes soumis à des influences. Alors, idée qui dérange, alors, ce qui est très rigolo, c'est que depuis 5 ans, allez, on va dire un peu plus, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons que des gens dans les sciences humaines qui expliquaient la fatalité. La fatalité sociale, la fatalité psychologique, évidemment, sociologie, la psychanalyse, etc. Hein. Donc, en gros, bah, ce que t'es, tu peux rien, hein, c'est la société qui ou tes parents qui. Alors, bizarrement, plus les gens sont dans ce type de croyance, plus ils résistent à l'idée que 4 morceaux de cartes pourraient dire en gros la même chose. Ah, c'est insupportable. Oui, c'est vachement bizarre parce que tout le monde admet que, par exemple, le fait, c'est tout bête, hein, mais d'être femme fait que à 3 heures du matin dans un quartier malfamé, c'est pas la même chose que quand on est un mec. Et je dirais que c'est pas la même chose que quand on est un mec qui est champion de boxe thaï. C'est-à-dire que tout le monde admet que ce que nous sommes va conditionner d'une certaine manière notre rapport au monde. Ça, on l'admet. Mais alors, on n'admet pas qu'un système invisible puisse repérer tout ça. Ça, c'est insupportable. C'est trop castrateur. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi. C'est la même chose. Mhm. Mhm. Exactement la même chose. Voilà. Sociologie admet qu'on ne peut pas tout faire enfin, admet qu'il sera très difficile, par exemple, d'arriver à certains types de niveaux d'études ou de revenus quand on est issu de certains milieux. Là, ça n'a aucun problème. Vous voyez, même s'il y a des exceptions, hein, aucun problème. Mais que un Yiking puisse répondre ton restaurant, tu le verras que dans tes rêves 6 mois avant, alors qu'on ne sait pas encore qui va avoir le Covid. Alors là, ça, c'est vraiment insupportable. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne comprends même pas ce qui bloque. En fait, le problème, c'est ça. C'est que dans les gens qui sont résistants à la divination, j'arrive même pas à comprendre où est leur problème. Je vous dis vraiment honnêtement. Parce que
c'est tellement utile de pouvoir savoir à peu près si ce que vous imaginez, ce que vous voulez, ça a des chances de fonctionner. Si ça n'a pas de chance de fonctionner, vous comprenez l'usage de la divination? En fait, je vais le résumer très simplement, Alban. Ça classe la vie et le monde en deux piles de dossiers. À gauche, il y a ceux que vous n'arriverez pas à faire, ce qui ne sera pas possible pour vous, ce qui ne marchera pas, ce qui n'est pas pour vous. Puis à droite, il y a tout ce que vous allez peut-être pouvoir faire, tout ce que vous allez peut-être pouvoir développer, tout ce que vous allez peut-être pouvoir. Qu'est-ce que c'est pratique? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut jamais racheter, même si on est la personne la plus riche du monde, c'est le temps. Voilà. Le Mhm. temps, il passe. Alors, vous voyez, hier, j'avais un scénariste qui est quelqu'un d'assez en vue, hein, qui me proposait toute une palette de projets. Ça fait des années que nous travaillons ensemble. Et comme vous le savez, le monde du cinéma, l'existence d'un film dépend d'un tas de rouages qui sont les productions, qui elles-mêmes dépendent de financement. Bon, très bien. On a déjà travaillé ensemble. Il sait que bon, globalement, il y a des trucs qui vont passer, d'autres pas. On peut même donner, j'ai envie de dire, une note entre 0 et 10, hein, mais en dessous de 5, il n'y va plus. Pourquoi? Bah, parce qu'il s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup de temps, beaucoup de temps à réunir des interlocuteurs qui, au bout du compte, allaient lui dire non. Bon. Donc, en fait, voilà, ça divise le monde en deux. Et c'est aussi une philosophie, c'est-à-dire que, imaginez, vous fâchez avec votre frère. Votre frère, vous l'adorez. Vraiment, ça vous. Ok, seulement maintenant, au niveau divinatoire, on voit que votre frère, bah, il vous aime pas. Vraiment, ça fait longtemps. Il est très, 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 très agressif. Et puis, il est marié à une femme qui vraiment vous supporte pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine, pendant 3 ans, d'être par terre, alors que c'est comme ça? Voilà. En fait, la divination, elle permet aussi d'accélérer des deuils. Vous voyez, de pas s'embourber dans des trucs. Ça remet l'homme à sa place, qui n'est pas d'être un dieu, qui Mhm. est d'essayer finalement, comme tout le vivant, hein, bah, la fleur de tournesol, elle se met le plus possible dans la lumière, hein, comme toutes les fleurs. Bon, la divination, elle nous permet de nous exposer, j'ai envie de dire, le mieux possible. Donc, pourquoi se priver de ça? Pourquoi se priver de ça? Qu'est-ce qu'il y a de si dénarcissisant à imaginer qu'on n'est pas Dieu, en fait? Mhm. Alors que tous les jours, en plus, tous les jours, vous voyez bien que vous n'êtes pas Dieu. Tous les jours, vous voyez bien que qui que vous soyez, et c'est drôle parce qu'on peut le voir chez des gens extrêmement puissants aussi, hein, bah, ils découvrent que, bah oui, tu es très puissant, mais quand tu aimes quelqu'un qui t'aime pas, elle t'aime pas. Ouais. Et soit tu veux absolument faire un partenariat avec quelqu'un qui est aussi brillant et puissant que toi, mais l'autre, il veut pas. Voilà. That's life. Vous avez dit avant que les scientifiques se désintéressaient d'étudier la divination, mais est-ce que malgré tout, vous avez déjà participé à des études menées par des scientifiques autour de cette question? L'année dernière, on a fait quelque chose de très chouette avec l'Institut Métapsychique International, donc qui est le seul organisme en France qui peut mener ce type de recherche. C'est une recherche très artisanale. Mais j'ai proposé à une quarantaine de mes élèves qui étaient tout à fait chauds de participer à une expérience qui a été menée par Pascal Catala de vision à distance. Et il y a eu des résultats tout à fait extraordinaires. J'ai pas peur de le dire. Alors maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant, le problème, c'est que pour mener ce type d'études, il faudrait plus de personnes, il faudrait plus de moyens, il faudrait plus de temps, il faudrait des gens qui ne sont pas des bénévoles. J'ai moi-même participé, il y a quelques années maintenant, à des expériences faites avec l'Institut Métapsychique, qui ont fonctionné. Bertrand Méheust, d'ailleurs, qui est l'homme mémoire de la métapsychique, en a parlé dans un de ses livres. Donc, j'ai eu aussi, bien sûr, la possibilité, parce que Monique Robin m'a emmené dans des laboratoires, de travailler vraiment avec, en tout cas à Édimbourg, dans un département euh, de parapsychologie. Donc oui, et puis il y a la fondation Marcel Monique Odier, qui maintenant, malheureusement, Monsieur Odier étant décédé, n'est plus active, mais avec lequel j'ai fait également des démonstrations. Maintenant, tout ça demande du temps, et
demande aussi un niveau d'organisation qui, aujourd'hui, n'a pas pu être mis sur pied. Mais la dernière expérience, en fait, en vieillissant, je me suis dit, il ne faut pas prendre le truc frontal, comme je l'ai pris au début. C'est pour ça qu'avec l'école, je me suis dit, bon, j'ai trouvé une méthode qui marche, je vais la transmettre et on va créer des personnes qui vont, pour eux, dans leur vie, pouvoir utiliser ces possibilités, mais qui sont aussi potentiellement des sujets psy. Voilà. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, qui est très important, qui donne lieu actuellement à l'écriture d'un livre, c'est que Lucie Luttrot, qui est professeure à Sciences Po Aix, m'a fait une proposition qui était de venir s'inscrire au séminaire clairvoyance avec des élèves à elle, 6 élèves à elle, qui étaient tous d'anciens élèves de Sciences Po Aix, qui avaient tous au moins quelques années d'études supérieures, et qui avaient pour particularité de ne pas s'intéresser du tout à la voyance et de ne pas s'intéresser du tout donc à l'idée qu'elle puisse être transmise, puisqu'ils sont tous partis du principe que c'était peu probable que ça puisse exister, mais sans négativité, simplement la pensée commune autour de ces sujets. Et Lucie a travaillé de manière très rigoureuse en leur faisant remplir des questionnaires de type euh, pour voir l'évolution finalement de leur pensée et de leur façon de percevoir les choses au fil du séminaire. Et au début, aucun ne pensait que la voyance, enfin, il y avait une note très faible sur l'échelle de probabilité de l'existence de la voyance et de la transmission. Et à la fin, on a eu des résultats qui sont devenus différents puisque la très grande majorité d'entre eux, presque tous, ont réussi à réussir des exercices. Alors que ce sont des personnes qui ne s'intéressent pas à ce sujet, qui ne se seraient jamais inscrites dans ce type de séminaire, qui, par leur jeunesse, ne sont souvent pas le monde public qui est plutôt composé, je dirais, de gens à partir de 35 ans, parce qu'il y a toute une réflexion, voilà, et très au-delà. Donc, euh, le premier pan, le prochain pan pour nous, c'est de montrer ce qui s'est passé, parce que tout ça a été enregistré en webinaire, etc. Avec le travail de Lucie, le travail, je dirais, de réflexion autour de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on voit pas, comment ça se passe dans le groupe, comment ces gens, finalement, à travers tout le processus de mon enseignement, qui passe par le fait de développer ce que j'appelle sa mémoire expérimentale, ensuite apprendre à devenir l'autre, c'est-à-dire pouvoir se projeter, par exemple, dans un corps animal ou un corps végétal, et puis commencer des exercices de clairvoyance qui sont progressifs, comment finalement s'est éveillé leur sixième sens. Voilà. Donc, euh, alors, moi, j'ai toujours pris des risques parce qu'au bout du compte, imaginez, j'ouvre les portes de mon école pour la passer au banc d'essai et s'il ne se passe rien, il se passe quoi? Bon, mais c'est la même chose quand j'ai accepté pour France 2, pour Canal, pour des émissions grand public de faire des démonstrations, c'est extrêmement risqué. Mais moi, je pars du principe que la seule façon d'aborder ce problème, c'est par les faits. Voilà. Donc là, on va avoir un livre dans lequel il va y avoir d'un côté la retranscription de ce que les élèves ont vu, et puis de l'autre côté, la photo de ce qui était dans l'enveloppe. Après, on va parler. Voilà. Mhm. Hâte de voir ça, hâte de voir ces résultats. Comment est-ce qu'il sort ce livre? Vous avez déjà le titre? Nous sommes en train de l'écrire, nous n'avons pas de titre définitif et nous avons plusieurs éditeurs qui actuellement sont sur le coup. Voilà. Et je suis en train de signer également pour écrire un livret divinatoire en, sur les cartes originales de l'oracle de Béline, qui en fait s'appelle l'oracle d'Edmond et qui a été créé par un mage du 19e, qui est un oracle absolument merveilleux sur lequel j'ai fait des recherches énormes, parce qu'en fait, ce mage, dans la pure tradition ésotérique, avait crypté toutes les cartes. Et il m'a fallu des mois et des mois de recherche pour arriver à tout retrouver. Il y a quelques années maintenant, j'ai fait ce travail. Et juste au moment où le contrat devait se signer avec le MUSEM, j'ai eu l'éditrice au téléphone pour un de mes deux autres projets. Et quand elle a vu tout ce que j'avais fait comme recherche, je me suis joint au projet avec le MUSEM. Voilà. Donc,
Magnifique. On a hâte de voir ça. Donc j'ai eu également la possibilité de rencontrer Sophie Barzac des éditions Animae qui font partie d'Albin Michel, juste au moment où il devait signer avec le MUSEM, le musée marseillais, l'édition des cartes originales, des vraies cartes de l'oracle qu'on appelle à tort l'oracle de Béline, puisqu'il a été créé par un mage qui était un ésotériste pur au 19e siècle et sur lequel j'ai fait énormément de recherches, parce qu'en fait, toutes les cartes sont cryptées. Dans la pure tradition ésotérique, il ne fallait pas que ce savoir soit divulgué, donc voilà, tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Alors, le Béline, même en n'y comprenant rien, reste un jeu spectaculaire et efficace. Il est clair que quand on fait vraiment un travail sur les images et qu'on comprend tout ce qui se cache comme référence ésotérique dans ces cartes, eh bien, on en comprend beaucoup mieux le sens. Donc, je vais avoir le plaisir d'écrire le livret qui va le livre, parce qu'on aura quand même une page par carte, donc là c'est du sérieux, hein, qui va sortir avec ses cartes originales chez Animae, donc qui est une des branches d'Albin Michel. Voilà. Donc un livre qui va permettre de comprendre les symboles à l'intérieur des cartes, de Oui, pouvoir avoir une meilleure lecture. voilà, c'est-à-dire qu'il va redonner, il y a de nombreuses cartes En fait, l'histoire de ce jeu, c'est qu'il a été retrouvé dans les années 60 par un voyant qui à l'époque était connu, qui s'appelait Marcel Béline, et qui très rapidement a écrit un petit livret avec quelques mots sur chaque carte. Mais euh, il se trouve que les références théologiques, franc-maçonniques, antiques, foisonnent à l'intérieur de ces dessins, qui ne sont pas du tout comme on croit des dessins maladroits, que j'ai fait tout un travail finalement de recherche qui m'a permis de comprendre que le sens des cartes n'est pas celui qui avait été vu par Béline, souvent de manière réduite. Euh, vous voulez que je vous donne un exemple ou c'est peut-être pas Ouais, tellement... très volontiers, ouais. Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez cette carte, par exemple, qui s'appelle départ. Bon, alors en général, elle est interprétée comme un départ. Donc, on s'en va. Bien. Le problème, c'est que figurez-vous que ça, c'est le mont Horeb. Le mont Horeb, lieu de révélation des 10 commandements, et combien y a-t-il d'oiseaux, à votre avis? 10, bien entendu. Voilà. 10. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, on interprète cette carte comme je m'en vais d'une montagne aride, sauf que le mont Horeb, et bien sûr que c'est une montagne aride, mais l'important, c'est pas que ce soit une montagne aride, c'est que ce soit le mont Horeb, vous comprenez bien. Donc, on ne peut pas le limiter à son aspect géographique, alors qu'il a un tel sens sur le plan symbolique. Et que signifient ces oiseaux? Eh bien entendu, ce sont des messagers qui apportent d'une certaine manière une nouvelle qui qui partent avec la nécessité de mener, qui commence une action, voilà, ils commencent une action d'une manière morale, avec des règles. C'est le commencement d'une action à travers des règles morales. Donc ça n'a rien à voir avec simplement un départ. Mhm. Ouais. Voilà, je vous donne un exemple, mais il y a énormément de cartes qui posent ce type de problème. Ouais. En fait, c'est à lire un petit peu comme on interprète un rêve, c'est-à-dire le rêve est rarement littéral. Il donne des clés de lecture et une clé, justement, n'est pas toujours une clé et une clé sert à ouvrir bien plus que des portes quand on questionne le rêve, quand on s'interroge sur son sens, hein. Bien sûr, d'autant que en ce qui concerne les dons, tout ça a été fait de manière totalement volontaire. C'est-à-dire que ce cryptage était volontaire pour lui, parce qu'il aurait très bien pu expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il aurait pu trouver un autre mot à cette carte. Il y a des mots qui ne correspondent pas complètement au sens des cartes. Bref, donc c'est vraiment toute la question du décode, du déchiffrage. Et ça demandait un travail que j'ai fait avec passion. Voilà. Est-ce que vous dites que vous travaillez souvent avec des chefs d'entreprise, est-ce que il vous est arrivé de travailler avec des politiciens? Est-ce que les politiciens font appel à vous aussi? Et Alors bien oui, sûr, et oui, aucun nom, est-ce que vous avez des anecdotes du genre oui, mais de demande? c'est pas si répandu que ça. C'est-à-dire que contrairement, alors ça,
quand ça se passe, c'est beaucoup autour de l'idée de comment être le plus efficace possible dans une campagne. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, comme pour tout, de est-ce que ce directeur de campagne est bien, est-ce que aller sur cet axe-là, pousser le curseur là, est-ce que tel événement, on doit le faire comme ci ou comme ça, comment va se passer aussi, par exemple, dans des histoires de rivalité, comment va se passer tel débat avec tel adversaire, quelles sont les stratégies que je peux choisir moi en amont, c'est-à-dire quels sont le type de... par exemple, dans un débat avec un journaliste, dois-je y aller ou pas? Ça, Mhm. ça oui. Vous voyez, c'est vraiment des... C'est pas des personnes qui demandent forcément est-ce que je vais être élu? Bien sûr, ça fait partie de la question. Mais l'idée, c'est surtout comment je fais, comment, quelle stratégie j'emploie pour arriver à mes fins. Ouais. Et bien souvent aussi, qu'est-ce que mon adversaire, on est obligé de poser des questions miroirs par rapport à qu'est-ce qui se passe pour l'adversaire. Par exemple, un débat télévisé, ça m'est arrivé de voir que l'adversaire était beaucoup plus armé, beaucoup plus armé. Beaucoup. Mhm. Ouais. Parce qu'il n'a pas fait. Ce qui n'a pas empêché les armes de l'adversaire de sortir 4 jours plus tard dans la presse. Mais au moins, il n'est pas allé se le prendre. Il n'est pas allé se le prendre En en. pleine figure. Voilà. Donc ça. Mais c'est de la stratégie. En fait, les arts divinatoires, c'est vraiment les arts de la guerre. Mhm. C'est de la stratégie. Ouais. Et comment vous expliquez que des gens qui sont dans des milieux si rationnels et avec ou très pragmatiques, j'imagine la finance ou bien la politique, font appel? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à l'intérieur d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils le font en secret? Est-ce qu'ils le font avec leurs équipes? Comment ça se passe? La plupart le font en secret pour éviter d'avoir à expliquer le comment du. En fait, vous avez dit un mot important. Vous avez dit comment des gens si pragmatiques. Les personnes qui sont pragmatiques ne résistent pas à la divination parce que la divination marche. Donc, quand vous êtes pragmatique, enfin, c'est un peu, vous voyez, un jour j'étais extrêmement malade, mais tellement malade que l'ORL voulait m'hospitaliser quand même pour une pneumonie. Mais moi, je ne pouvais pas être hospitalisée. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée voir un médecin chinois, bon, qui m'a donné des plantes, qui m'ont fait suer, mais d'une manière absolument incroyable pendant 24 heures. Après, je n'avais plus rien. Voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que je me suis passionnée après pour la médecine chinoise? Pas du tout, parce que j'ai pas le temps. Simplement, après cet épisode, chaque fois que j'ai été malade, je suis allée revoir cette personne parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui pouvait m'éviter des ennuis. Vous voyez. Voilà. Et ces gens-là, ils font comme ça, c'est-à-dire que ils savent qu'il y a un moyen, un endroit d'avoir des informations. Alors après, je me rappelle de l'histoire de la pneumonie. C'est une histoire qui est très ancienne, hein, c'est une histoire qui a quasiment 30 ans maintenant, mais je me rappelle à l'époque, j'avais des amis qui étaient médecins, plutôt rationalistes, et qui m'ont dit, mais comment, mais c'est hyper dangereux, ces gens-là, c'est des charlatans. J'ai dit, ok, c'est un charlatan. Je devais aller à l'hôpital, je ne pouvais plus respirer. 48 heures après, je me balade dans la forêt de Fontainebleau. Ok, c'est un charlatan. Ça ne me pose pas de problème non plus. Vous voyez, ils pensent ce qu'ils veulent. Maintenant, Mhm. euh, ces gens-là, ils sont pareils. C'est-à-dire que souvent, quand ils commencent, voilà, c'est-à-dire que bien souvent, il y a une entrée dans. L'idée, ce serait peut-être de dire comment ces gens-là commencent à rentrer en contact avec moi. Au départ, bien souvent, ils rentrent parce qu'il y a un problème qui n'est pas du tout de l'ordre de ce que peut gérer leurs équipes ou ce que peut gérer leurs équipes ou ce qu'on peut gérer rationnellement. Par exemple, ils ont un enfant qui va super mal, mais super mal de chez super mal. Ou bien, ils sont dans une rupture affective absolument abominable et ils se demandent comment ils vont sortir de là. Bon, et à partir de ce moment-là, comme ils ont un peu tout essayé, ils font comme moi avec le médecin chinois, il n'y a plus rien à perdre. OK? Donc, ils m'appellent et on règle ce problème-là. Quand je dis on le règle, je ne suis pas Dieu. L'enfant qui va très très mal, il va peut-être finir par être hospitalisé en psychiatrie. Moi, je n'y changerai rien. Mais en tout cas, je vais donner des réponses. Ces réponses, elles vont coller. Voilà. Alors, comme mes réponses vont coller, ils vont se dire, tiens, il y a quelqu'un qui a une méthode,
pour arriver à percevoir ce qui est en train de se passer à peu près et comment ça va évoluer à peu près. C'est pas mal. Donc, on va tester dans d'autres domaines de ma vie. Et c'est comme ça que Mhm. beaucoup, alors, dans notre culture, parce que après, vous avez toutes les personnes toutes les personnes qui sont originaires d'Afrique. Et là, les hommes de pouvoir africains, ils n'ont pas besoin de commencer par avoir une rupture amoureuse sanglante ou un enfant qui va mal. Ils savent que ça fonctionne, ça fait complètement partie de leur culture et eux, voilà, ils s'embêtent pas. Ils consultent des gens qui ont un haut niveau dans leur culture, dans d'autres cultures et ils l'utilisent vraiment pour avancer tout le temps. Ouais, Là, ils vivent dans une culture où ils savent. Donc il y a pas l'idée de comment c'est possible un truc pareil. ouais, Voilà. Donc bien souvent, les gens rentrent pour autre chose et ils reviennent parce que les méthodes fonctionnent. Alors, c'est pas du 100% parce qu'il y a aussi cette idée, oui, alors dans ces cas-là, pourquoi vous ne nous donnez pas le numéro du loto? Bah, déjà parce que la voyance est fait pour prédire ce que va faire le vivant, c'est pas fait pour prédire ce que va faire les machines. Bon, voilà. Et puis c'est pas du tout ces questions-là, c'est des questions, une fois de plus, d'évaluation de probabilité. Et il arrive qu'on se trompe, mais c'est pas grave parce que sur le lot, on fait quand même beaucoup mieux que le hasard. mhm. Donc pourquoi ils continuent? Parce que ça leur donne des armes. C'est toujours pareil, on en revient toujours au même point, finalement. Ouais. Quand on Moi, voit de l'efficacité, on revient. C'est ah, l'évidence. bah oui, même si, et on va prendre un autre exemple, la médecine allopathique, moi j'ai rien contre, vous voyez, parce qu'il y a des moments quand même où sans une bonne, sans l'aide de la médecine allopathique, déjà, moi je serais plus de ce monde, hein. Bon. Donc, bon, ça marche pas à tous les coups. Regardez la preuve quand j'ai eu ma pneumonie, ça se serait terminé mal cette histoire quand même. Et puis il y a eu le recours de la médecine chinoise. Bon, donc la voyance, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même un certain nombre de fois pour que ça vaille le coup de recommencer. Vous voyez, sur les gens qui me consultent, j'ai vu ça assez rapidement. Il y a 70% des gens qui sont déjà venus. Alors, j'ai des gens qui viennent tous les 5 ans, tous les 10 ans. J'ai des gens qui viennent dans le cadre des entreprises. Par exemple, j'ai des gens que je vois, j'ai pas peur de le dire, 2 fois par mois. Parce que quand vous avez plusieurs structures qui sont importantes, vous avez toujours quelqu'un embauché, un conflit qu'il faut régler, décider par exemple de l'orientation d'une campagne de marketing. Parfois, on fait des trucs, on peut faire des trucs en extrême urgence, vous voyez. Un avocat pénaliste a un client, pénal des affaires. Le client se retrouve en garde à vue. C'est pas cool. Lui, il a 3 stratégies en tête pour le sortir de là. Mais il faut aller vite, il faut en choisir une. C'est-à-dire qu'il y a 3 possibilités. A, B, C. On se voit extrêmement rapidement pendant le temps de la garde à vue. Et je choisis la stratégie B. Il emploie, enfin, pas moi, la divination, je choisis la stratégie B. Il emploie la stratégie B 3 heures après. Son client est libre. Pourquoi il reviendrait pas? Mhm. Pour ça, ça n'a rien à voir avec la voyance. Avec la croyance, ça n'a rien à voir avec la croyance. Mhm. Alors maintenant, c'est quelque chose, là où il y a des dangers extrêmement importants dans la voyance, parce qu'il y en a, et j'ai envie de les aborder, c'est la question de, de, de la, de la passivité. Vous voyez, de ne pas, de considérer que parce que quelque chose est possible, quelque chose va se faire. Ça, c'est terrifiant. C'est le vrai danger. Voilà. Donc, vous dites à quelqu'un, vous allez avoir votre permis de conduire. S'il arrête ses leçons de conduite, il les aura pas. Il y a peu de gens, cette façon de penser, mais il y en a. Et eux peuvent être extrêmement victimes. Peuvent être vraiment peuvent être très, très affectés dans leur vie parce que ils ont l'idée que quelque chose est écrit, alors que ce que répond la divination, c'est qu'ils peuvent l'écrire, ce qui n'est pas du tout pareil. Oui, c'est bien de préciser ça. C'est qu'on peut l'écrire. Ça donne la possibilité d'une page blanche et on peut Et écrire. voilà. Vous allez peut-être pouvoir l'écrire. Ouais, Voilà. ouais. La possibilité d'une page blanche avec un guide, une direction dans laquelle on pourrait aller si on décide de prendre la plume. Absolument.
Mhm. Un, est-ce que c'est possible? Et deux, comment on fait? Le how to est très important. Parce que Ouais. c'est aussi, on parlait des politiques, les politiques, c'est beaucoup comment on fait. Voilà. On sait par exemple qu'il va y avoir un gros pépin médiatique, comment on fait? Voilà. Et en fait, c'est vraiment, moi j'ai l'impression, souvent dans ma vie, presque tout le temps, dans ma vie, d'être finalement d'être une espèce de garde du corps. Mhm. C'est-à-dire que les problèmes divers et variés arrivent un peu de partout. Et la divination, elle dit, elle donne, elle cartographie un peu les choses, quoi. Alors après, à eux d'avoir le talent de se battre là-dedans ou pas. Il y a autre chose qui est très décevant dans la voyance, qui est terriblement décevant et terriblement triste, c'est que elle n'invente pas de ressources. Vous voyez, c'est comme Google Maps, ça ne construit pas de route. Google Maps, ça vous dit s'il y a une route et ça vous dit quelle est la meilleure route. Bon, n'empêche que parfois il y a des pannes de satellite, n'empêche aussi que quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Et ce qui est terrible dans notre culture, c'est que souvent on a recours à la voyance parce que ça serait un lieu où une parole pourrait rendre possible l'impossible. Vous voyez une parole où les voyants seraient censés annoncer des choses extraordinaires, des rencontres merveilleuses, des gains au loto, des héritages qui tombent on ne sait pas d'où. C'est beaucoup ça dans la culture. Des gens de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui pourrait m'arriver? Alors qu'au fond, c'est tout à fait le contraire. La voyance ne peut, comme Google Maps, que repérer les chemins qui sont autour de vous. Et si dans votre vie, vous désirez des chemins qui sont extrêmement différents des chemins dans lesquels vous êtes aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens de créer ces chemins, la voyance ne peut rien pour vous. Mhm. Et je crois qu'il faut être très honnête avec ça. Je vous donne un exemple qui est triste. Vous avez par exemple beaucoup de personnes qui euh, imaginent pouvoir entretenir des relations avec des partenaires pour lesquels il ne serait pas un objet amoureux. Je prends un exemple d'une personne que j'ai vue, avec qui la consultation s'est assez mal passée, qui était tombée amoureuse d'un écrivain à succès. Et cette dame, dans sa vie, euh, ne vit pas du tout dans les mêmes sphères que ce monsieur. Voilà. Et elle avait vu beaucoup de mes confrères qui lui avaient dit qu'il fallait le voir, qu'en signature de livre, que ceci, que cela, bref, qui lui avaient vendu la possibilité qu'un jour, peut-être, ce monsieur allait s'intéresser à elle. Et moi, je lui ai dit que non. Et ça a été un véritable déchaînement d'agressivité, parce que elle le savait, elle le sentait, au fond d'elle, elle était sûre que euh, il avait quand même répondu 3 mots à sa lettre en disant merci pour votre courrier qui m'a beaucoup touché, ce qui est quand même un peu différent de déclaration d'amour. Bon, voilà. Et on se rend compte que bien souvent, beaucoup de voyants sont là juste pour alimenter les passions et les chimères de personnes. Moi, à la fin de l'entretien, j'ai dit à cette dame, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que ce qui serait intéressant, plutôt que de... Alors, déjà, je lui ai dit, bon, écoutez, puisque vous êtes amoureuse de lui et que vous pensez qu'il est amoureux de vous, écoutez, allez le rencontrer, puisque ce que je vous dis, vous ne le croyez pas, essayez d'obtenir un rendez-vous personnel avec lui, essayez de dîner avec lui, essayez de vous déclarer et vous verrez bien. Bon. Parce qu'à un moment, je peux me tromper aussi après tout. Je ne suis pas Dieu. Bon. Donc, évidemment, la dame me dit, ah, mais non, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est lui qui un jour prendra compte que. Se rendra compte que. Je dis, bah oui, mais vous imaginez, si pendant 5 ans il ne se passe rien, vous allez perdre 5 ans de votre vie. Donc, à la fin, j'ai terminé en lui disant, je crois que vous devriez aller voir quelqu'un qui vous aide à comprendre pourquoi vous avez besoin de vivre dans cette idée que cet homme vous aime, qu'il est l'homme de votre vie, que vous finirez par l'épouser et par vivre avec lui, alors qu'il n'y a aucun signe objectif qui vous permet d'aller dans ce sens. Et pourquoi vous ne pouvez pas imaginer rencontrer quelqu'un pour qui vous seriez un objet amoureux. Mhm. Donc, dans bien des cas,
Pour ce type de personne, par exemple, la voyance telle qu'elle est pratiquée est un danger terrible parce que, soyons honnêtes, certains de mes confrères avaient été, elle avait vu énormément de gens, hein. Certains de mes confrères ont été honnêtes et ont dit non, ça ne va pas marcher, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 qui avaient dit non et il y en avait 20 qui avaient dit mais oui, mais oui, mais oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, et là, évidemment, c'est un risque terrible, terrible, Hmm. Ouais. terrible. Selon vous, quelle est la nature de la réalité? Il y a beaucoup, on parle beaucoup du post-matérialisme, il y a le retour du panpsychisme, de l'idéalisme philosophique, que tout est psyché. Il y a ce conflit entre c'est la psyché qui crée la matière, et puis il y a l'autre côté où c'est la matière qui crée la psyché. Vous, est-ce que vous vous situez quelque part là-dedans dans ce débat, ou pas du tout, vous vous en tenez à distance, ou vous avez une opinion dessus? Est-ce que la psyché crée la matière ou est-ce que la matière crée la psyché? Bah, Par exemple, il y a voilà. une, il y Ouais. a une part, il y a une part de la conscience et de la psyché qui n'a pas besoin de la matière, hein, parce que ça me paraît clair. Puisque ces plans de conscience dans lesquels on interagit pour avoir des informations ne sont pas matériels. Donc, alors maintenant, on a quand même besoin on a quand même besoin d'un corps physique pour pouvoir interagir, hein, parce qu'à un moment, si je ne peux pas tirer des cartes, je ne peux pas interroger ces plans. Bon. Donc, je me tiens assez à distance de ces débats parce que euh, en fait, moi, j'ai vraiment une approche totalement pragmatique. Peut-être un peu stoïque aussi. C'est-à-dire que je ne pars pas du principe que la vie est un parc de jeux avec plein de manèges amusants et que quand il y en a un qui tombe en panne, on va faire une réclamation. Vous voyez? Je pars du principe que l'existence, en ça je suis très proche du bouddhisme, mais aussi du gnosticisme, et pas forcément une partie de plaisir. Voilà. Et qu'il va y avoir beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qu'on va devoir assumer, y compris beaucoup d'injustices, mais que les autres assument aussi. Donc, j'en fais pas une histoire personnelle. Et qu'à partir de ce moment-là, tout ce que je vais pouvoir faire dans ma vie pour, je dirais, en baver le moins possible, je vais le faire. Et en fait, mon rôle, je le vois comme, par la divination, la possibilité de permettre à ceux et celles qui, comme moi, sont incarnés, et donc aveuglés par cette incarnation, par ses désirs et par ses peurs, de se débrouiller pour être sur le chemin le moins terrible du monde, le moins douloureux, le moins... Voilà. Mhm. Donc, j'ai pas vraiment d'idée. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'un certain déni de la matière m'agace, parce qu'à un moment, euh, dans la vie, vous vous retrouvez face à des situations où bah, vous pouvez être obligé de faire 14 kilomètres à pied pour sauver votre peau. À ce moment-là, bah, la matière, si votre corps n'est pas capable de le faire, c'est con pour vous, quoi. Mhm. Donc, moi, le déni de la matière, le déni de la matière, le déni des rapports de force inévitables, le déni de tout ce qui fait que la vie, elle n'est pas cool, je ne suis pas dedans. Je suis Mhm. pas dedans. Voilà. Après, c'est pas forcément question forcément de déni, mais peut-être aussi de nature. Est-ce que la matière est fondamentalement psychique? Est-ce que c'est une manière de voir la psyché, une partie de la psyché comme de la matière? Est-ce que c'est de la psyché, comment est-ce qu'on va dire, solidifiée? Ou est-ce que c'est vraiment deux entités totalement différentes à la manière de Descartes? Alors, en fait, je vais pour recadrer peut-être les choses. Je pense que la psyché peut avoir du pouvoir sur la matière. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne des exemples très concrets. Je pense que quelqu'un qui est malade, très malade, que peut-être, dans un certain nombre de cas, sa pensée ou la manière dont il va se situer par rapport à ça peut modifier euh, l'évolution de sa maladie. Voilà. Donc, je crois que la psyché peut avoir un certain pouvoir sur la matière. Voilà. Mhm. Maintenant, quand vous avez en face de vous un mec qui a une barre de fer, il y a deux solutions. Ou vous avez un fusil, ou vous n'avez pas de fusil. Voilà. Et là, je pense que votre psyché ne va pas modifier la situation. Mhm. C'est clair. Mhm.
Est-ce que l'exemple vous permet de comprendre là où je me situe? Tout à fait. Euh, et une dernière question de nouveau sur ce rapport avec la matière. Est-ce qu'on considère comme inerte? Euh, il y a pas, ils sont pas encore très nombreux, je dois bien l'admettre, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui disent que peut-être que l'univers est conscient, que les étoiles sont conscientes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je ne m'y risquerai pas. Mhm, Je m'y risquerai pas. Je m'y risquerai pas. Je m'y risquerai pas parce que je suis désolée d'être aussi pragmatique et matérialiste quelque part dans ma perception du monde, mais je ne donne mon avis que sur ce que je peux expérimenter. Vous voyez? Et je ne peux pas expérimenter la conscience d'une étoile parce que je ne suis pas une étoile. Donc, je mhm, mhm. n'ai pas d'avis là-dessus. Ouais, ouais. Maintenant, on va aborder un thème qui vous est très cher et que j'avais aussi très envie d'aborder parce que je vis près des animaux et avec pas mal d'animaux. Et vous-même, vous avez un lien très particulier avec les animaux et notamment avec les chiens. Qu'est-ce qui vous pousse à agir de la sorte? Ah bah alors là, vous voyez, ça c'est de l'ordre du déterminisme. J'avais le premier souvenir que j'ai d'être vivante, c'est d'avoir à 2 ans et demi sur une plage vu un chien. Et j'ai eu l'impression que c'était la chose la plus belle, la plus importante et la plus extraordinaire. J'ai avec les animaux une relation qui est une relation j'ai une sensation qu'ils sont tous, et c'est d'ailleurs terriblement douloureux à vivre, vous l'imaginez bien, une partie de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas être, enfin, je vais vous raconter une anecdote. J'avais 7 ans, je sors de chez ma grand-mère, qui habitait en ville, dans une rue commerçante. Et sur mes petits souliers vernis, j'attends mes parents qui sont encore dans l'escalier. Et sur ce trottoir, sur mes petits souliers vernis, je vois des gouttes de sang. Et là, évidemment, je m'interroge, je lève les yeux et je vois un sanglier pendu à l'extérieur de la boucherie, qui est donc un des commerces. Et j'avais pas vu, j'étais toute petite, hein. Je l'avais pas vu, il était pendu un petit peu en hauteur. Et là, vraiment, ce jour-là, je me suis dit, mais comment on peut faire un truc pareil, quoi? Vous voyez, c'était insupportable. Bon, évidemment, je ne mange pas de viande, vous en doutez bien. Et en fait, je ne peux même pas comprendre, j'arrive même pas à concevoir comment on ne voit pas que les animaux sont sentients et comment on n'est pas amoureux d'eux. Parce que moi, je suis amoureuse d'eux, donc je ne comprends pas. Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez dû remarquer, parfois vous trouvez la personne extraordinaire, etc. Puis les autres autour, ils sont un peu gênés. Oui, non, il est, il est sympa, ton ami. Mais ils ont pas, et parfois même, ils vous disent carrément, non, mais ça va pas la tête. Bon. Et en fait, moi, je suis amoureuse des animaux. Donc, euh, je peux pas, je comprends rien au monde dans lequel je vis, puisque comment on peut maltraiter ou abandonner ou des êtres qui, pour moi, sont aussi extraordinaires, aussi précieux. Voilà. Donc d'abord, c'est pas un choix. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, c'est pas un truc de se dire, c'est pas un truc d'une prise de tête où vous dites ah ouais, les animaux, ils ont des droits, etc. Non, c'est juste que vous les aimez passionnément, vous aimez leur corps, vous aimez leur forme. Moi, toutes les formes animales me laissent baba. Vous voyez, un éléphant, ça me laisse baba. Une souris, ça me laisse baba. Les animaux, je les vois, je suis amoureuse. Voilà, je suis amoureuse, c'est-à-dire que euh, je, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur présence, j'aime leur peau, j'aime leur odeur, j'aime leurs yeux, j'aime leurs truffes, euh, j'aime tout en eux. J'aime tout en eux. Je sais même pas, je les adopte. Je suis eux, ils sont moi, dans un mécanisme immédiat, fusionnel. Le mois dernier, une personne m'a appelé. J'en étais déjà à 29 chiens. Un étant décédé, j'ai perdu mon bull terrier qui avait 14 ans, 15 ans, que dis-je, ce qui est extrêmement rare pour un bull terrier.
une personne m'appelle anonymement en disant, voilà, je veux abandonner mon chien. Bon, j'étais un peu choquée. La personne m'a évidemment pas dit comment elle a vu mon téléphone, enfin des sombres histoires, comme toujours dans ces cas-là. Mais je me suis pas posé la question de si j'allais le prendre. Évidemment que j'allais le prendre. Donc je suis allée trouver la chienne et puis elle avait sa petite laisse autour du cou. La personne lâchement l'avait mise chez une amie pour pas que je sache qui elle était. Elle avait sa petite chaîne autour du cou, un petit sac de croquettes à côté et elle était toute perdue. Et en plus elle était malade, elle avait une diarrhée épouvantable. Mais elle est tout de suite devenue importante. Comment? Je peux pas résister à ça, moi. Vous voyez, j'en ai Ouais. presque les larmes aux yeux. C'est-à-dire que cette petite créature, euh, elle a rien fait pour naître, elle a rien fait pour être là, elle a rien fait pour être bazardée, en plus pour être bazardée malade. Et pourquoi elle était bazardée? Parce qu'elle est immense. Donc voilà des gens qui ont pris un chiot et qui ont découvert que c'était un très très grand lévrier, croisé avec je sais pas trop quoi. Bon, le truc à 4 mois, elle est grande comme une girafe. Donc bien sûr qu'ils s'en défont. Bon, mais comment vous voulez cette petite girafe toute malade? Je peux pas. Comment on peut résister à ça? En fait, je comprends même pas comment on peut ne pas résister à ça. Donc évidemment, ça crée aussi entre moi et les autres humains des distances qui sont phénoménales parce qu'évidemment, je veux bien que la plupart des gens, non seulement ils résistent à ça, mais alors, je vis dans un pays où faire autant pour les animaux est bien vu. C'est-à-dire qu'ici, c'est très différent de la France. Beaucoup de gens ont beaucoup de chiens et beaucoup de gens font beaucoup de choses pour les chiens. Il y a de l'eau, il y a de l'eau l'été dans les rues pour les chiens, il y a des croquettes pour les chiens. Il y a une association absolument extraordinaire qui fait des stérilisations en masse. Ici, c'est pas mal vu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une vieille folle. Voilà. Mais malgré tout, indépendamment d'être ou de ne pas être une vieille folle, de toute façon, euh, je n'ai pas, je ne vois pas, et quand je suis avec eux, vous voyez, je me balade, je sors, je suis dans la maison, ben, je sors, ils me suivent, alors je ne dis pas le bazar, parce que les 30 ne sont pas dans la maison, il y en a 11 dans la maison, parce qu'en plus, à Noël, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez rire, non. Euh, bah, je me suis dit, il me faudrait, parmi tous les chiens que j'ai, c'est des corneaux, etc., je me suis dit, il me faudrait vraiment un très bon chien de garde. Puis j'ai parlé à un ami, on a parlé des cimarrones, c'était intéressant, les cimarrones. C'est le chien national uruguayen qui est un chien de garde. Et qu'est-ce que j'ai fait pour Noël? Ben, j'ai fait un truc incroyable pour quelqu'un qui fait que des rescues. Comme mon bull terrier venait de mourir, j'ai acheté un chien. C'est-à-dire que, vous imaginez, la bonne femme, elle a 28 chiens. Qu'est-ce qu'elle fait à Noël? Elle achète un chien. Qui puis-je? Qui puis-je? Et j'ai fait évidemment 300 bornes pour aller chercher le chien. Bon, je peux pas, c'est pas explicable. Comment vous dire, quand ça passe dans votre sang et quand je les vois, quand je les sens, quand je les entends, quand je suis heureuse simplement qu'ils existent. C'est-à-dire que la façon qu'ils ont d'être au monde, nos relations, la façon que nous avons de nous regarder, de nous dire bonjour, de nous toucher, ou parfois même de les engueuler, parce qu'évidemment, je vous explique pas l'état de ma maison. Enfin bon, mais tout ça me procure un extraordinaire sentiment de bonheur. Voilà. Ils sont la planète bonheur. Voilà. Et Hmm. même la girafe, qui n'était pas prévue, qui en plus était déjà tellement grande qu'elle s'est fait un peu malmener par les autres et ça m'a donné encore plus de travail et encore plus de problèmes que j'avais déjà, euh, et ben elle est bienvenue parce que rien que de voir sa petite tête pointue, sa queue jaune qui se balance, et c'est une joie pure, quoi. Hmm. Hmm. On peut pas, ça se discute pas. En fait, c'est pas un truc moral de dire ah les pauvres animaux. C'est juste que je les adore, voilà, et que je comprends même pas comment c'est possible de leur faire des misères. Quand je vois par exemple des images de braconnage, alors je peux plus regarder ces images. C'est-à-dire que je suis arrivée à un âge de ma vie où je peux plus regarder ces images parce que ça me met longtemps, ça a généré chez moi des sentiments de violence qui auraient pu me rendre dangereuse, mais en vieillissant, ça génère essentiellement un chagrin qui est insurmontable. Est-ce que la relation qu'on entretient avec certains animaux, alors c'est principalement les chiens, les chats et les chevaux, mais est-ce que dans le modèle du monde que vous avez, comme vous le comprenez, avec les possibilités divinatoires qui existent, avec cette trame qui semble exister, qu'on peut explorer, est-ce que les animaux ont un rôle? Est-ce qu'ils ont des rôles
de messagers, de symboles, mais de symboles vivants? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là de, ouais, du subtil? Euh, il y a des choses qui sont incroyables avec les animaux. Par exemple, moi, j'ai eu des chiens qui ont fait tomber des cartes et ces cartes n'étaient pas tombées pour rien. Alors, je ne crois pas que ce soit eux qui puissent décider. Enfin, je pense que le danger de la communication animale, c'est d'imaginer que les animaux ont des préoccupations, d'étendre leur compréhension du monde à des préoccupations qui ne sont pas les leurs et qui n'ont pas les moyens de percevoir. Maintenant, ils peuvent être eux-mêmes pris dans un système de synchronicité où pourquoi à ce moment-là, ils jouent avec le tapis sur lequel vous étendez vos cartes, pourquoi toutes les cartes tombent face retournée, pourquoi une seule tombe, pourquoi toutes les cartes tombent face cachée, pourquoi une seule tombe face retournée et celle-là va avoir du sens dans les heures qui viennent, c'est très mystérieux. Voilà. Maintenant, on peut développer avec certains animaux. Euh, il y a 2 ans, un vétérinaire m'a confié un petit hibou qui avait été attaqué et qui ne pouvait plus voler, qui ne pourrait plus jamais voler. Il y avait 2 solutions, c'était l'euthanasie ou me le confier. Et ici, ça peut se faire sous la surveillance d'un vétérinaire. Et ce hibou, qui s'appelait Merveille, parce que malheureusement, elle n'est plus de ce monde, j'ai développé avec elle une relation absolument incroyable. Et comme vous pourrez le voir sur cette vidéo, nous communions véritablement. Et cet animal, qui est un animal sauvage, est rentré avec moi dans un lien d'amour, et moi avec elle, qui est un lien d'amour absolument extraordinaire. Et, et, je, et Merveille, aujourd'hui, qui malheureusement n'est plus là, m'apparaît dans mes rêves, et m'apparaît dans mes rêves à des moments où elle me donne des informations et des informations qui sont importantes. C'est-à-dire que certaines informations viennent maintenant de sa bouche, dans mes rêves. Donc, elle a été d'abord mon amie, elle a quitté cette terre et elle est devenue maintenant ma messagère. Ouais. Ouais. On trouve beaucoup, c'est très touchant ce que vous dites là, parce qu'on trouve beaucoup chez les peuples premiers, ceux qui pratiquent le chamanisme, l'animal totem, c'est-à-dire l'animal qui va vous accompagner. Un animal que souvent vous devez rencontrer dans la vraie vie, soit en le tuant, le chassant, soit en l'adoptant, soit en sauvant un. Il y a une relation qui doit naître. Des fois, c'est une relation de chasse, hein, mais voilà, c'est un autre niveau. C'est une chasse aussi symbolique, mais c'est aussi une chasse réelle. Euh, des fois, c'est une forme d'adoption. Il y a différents. Et après, la personne retrouve dans ses rêves ou incarne dans des tripes chamaniques cet animal-là. Donc, ça donne quand même l'impression, le sentiment que les animaux ont plus à partager que leur simple monde animal, ou qui font passage entre un monde plus subtil et ce monde terrestre. Je sais pas, ça donne ce sentiment. Là, le cas que je vous raconte, quand vous voyez le type de relation que nous avions, hein, que nous venons de voir, puisque nous avons pu voir cette vidéo, c'est clair que de toute façon, la relation en elle-même n'est pas normale. C'est-à-dire qu'un animal sauvage, j'ai également un autre rapace handicapé qui m'a également été confié par le vétérinaire, mais elle a des réactions de tolérance avec moi, elle est contente de sa vie parce que bah, voilà, elle mange bien, elle a une vie agréable, etc. Mais nous n'avons pas du tout le même type de relation qu'avec Merveille. Et véritablement, dans un cas comme ça, on s'interroge vraiment sur les symboles. Je vais même vous envoyer une photo quand je rentre donc d'une tournée de conférences en France qui s'est passée en novembre passé, en novembre 2024. Et lorsque je suis arrivée à Lyon, je m'interrogeais, parce que je suis partie un petit peu en catastrophe, ça a été un petit peu compliqué. Et lorsque je suis arrivée à Lyon, le chauffeur de taxi s'est trompé d'hôtel et m'a emmené dans un autre hôtel qui ne m'était pas destiné. Et dans l'entrée, il y a cette photo que vous pouvez voir là d'une chouette en métal.
Or, vous connaissez beaucoup d'hôtels 4 étoiles qui choisissent en décoration une chouette métallique dans l'entrée. Mm. Et là, j'ai compris que tout allait bien se passer. Et j'ai compris que Merveille, une fois de plus, était en train, à travers cette histoire peu probable d'être emmenée par le taxi de la société organisatrice dans un hôtel qui n'était pas le bon, était en train de me dire encore quelque chose. Mm. Magnifique. Mais je vais même aller plus loin. Si vous avez 30 secondes, je vais vous montrer autre chose. J'ai acheté une maison, d'accord? Et au moment de la signature, le propriétaire me donne les clés. C'est la maison dans laquelle je vais habiter. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont un porte-clés comme ça, et regardez quand vous l'ouvrez, ce Ah qui est ouais. le symbole du temps. Ouais, Et Merveille, maintenant qu'elle n'est plus de ce monde, me donne des informations sur ce qui va se passer. ouais, magnifique. Hum, Merci de partager ça. Ah bah oui, c'est la première fois que je le partage. Merci. Alors, on va peut-être arriver au mot de la fin. Oui. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler de vos projets à venir? Vous avez peut-être aussi des cours que vous donnez. Je ne sais pas si vous voulez en parler, de l'école que vous avez faite et puis Ah, des l'école, possibilités. Je ne sais pas si. on en a déjà parlé. En fait, c'est vraiment le centre de mon activité. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est non seulement un lieu de transmission, mais c'est aussi un lieu où, grâce à ces possibilités, en fait, j'ai fondé cette école parce que je pense que la meilleure façon, et c'est ce dont nous avons conclu finalement avec Lucie, d'aborder la voyance, c'est pas en allant voir une voyante, c'est en devenant voyant soi-même. Parce que là, vous comprenez, on comprend qu'il n'y a pas d'artifice, on comprend ce qu'on est capable de faire. Et finalement, l'usage divinatoire des cartes, que ce soit le Béline que j'ai complètement euh, remis à jour comme un travail d'exégèse, même, je ne sais pas si on peut parler d'exégèse pour des images, mais bon, ou le tarot sur lequel j'ai fait le même travail, mais là en partant. En fait, vous l'avez vu, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc quand je prends un sujet divinatoire, mon approche, c'est de dire, c'est d'avoir un cahier avec à gauche, voilà ce que les cartes disent, et à droite, voilà ce qui s'est vraiment passé. D'accord? Et j'ai compris le sens du tarot comme ça. C'est-à-dire que j'ai lu bien sûr tout un tas de livres au départ, qui étaient souvent très peu satisfaisants. J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses à gauche, et puis à droite, il y avait la réalité. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai remonté le sens de chaque carte. Et c'est comme ça aussi que, alors, avec le Béline, j'ai vu tout de suite qu'il y avait des symboles ésotériques qui étaient cachés. Donc là, j'y suis allé à fond les manettes dans tout ce que je pouvais faire comme recherche. Mais mon idée, elle est de dire que ces outils ne sont pas des outils euh, qui feraient rêver ou qui donneraient du plaisir ou qui déclencheraient quelque chose dans l'imaginaire ou qui permettraient de se connaître soi-même ou je ne sais pas quoi. Ces outils, ils permettent véritablement de saisir les possibilités qu'on a à un instant T. Voilà. Et le but de l'école, eh bien, c'est de permettre aux élèves, à travers différentes formations, l'intuition, de la clairvoyance à l'intuition, d'être capable quand même à la fin d'un séminaire, ce qui est supposé être totalement impossible, d'avoir des informations précises sur quelque chose qui est caché dans une enveloppe, une personne ou un lieu, et leur permettre aussi, à travers d'autres séminaires comme le Béline ou le tarot, d'avoir un usage divinatoire des cartes qui leur permet vraiment de faire des prédictions. Voilà. Donc, j'ai eu envie de faire ça. Bon, déjà parce que moi, la divination, ça me passionne. Voilà. C'est-à-dire que quand j'arrête de travailler, je continue de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'intéresse. En fait, il n'y a rien que je n'aime plus que les animaux sur le plan affectif, mais il n'y a rien qui m'intéresse plus que la divination. Voilà. Donc, tout ce que je peux, voilà, tout ce que je peux expérimenter, j'expérimente, etc. Et comme ça fait quand même 37 ans que j'exerce, 36 ans que j'exerce, l'école, je l'ai montée il y a 10 ans. Donc, oui, j'ai envie de transmettre parce que malheureusement, cette transmission demande une rigueur et aussi une méthode donc qui
de vérifier que c'est opérationnel. Et moi, tout mon travail, c'est vraiment, depuis 36 ans maintenant, de passer la voyance et la cartomancie au banc d'essai. Mhm. Et comment ça se passe concrètement si on veut suivre des cours Ah auprès bah, de... il y a un site internet qui s'appelle École Maud Christine, et où vous avez Mhm. voilà, toutes les formations, les dates, les formules. Il y a des formules qui permettent de travailler totalement à distance parce que ce ne sont que des vidéos et des tutoriels que vous recevez. Et puis il y a les formules premium qui là passent par des webinaires. Et on a 10 heures, 20 heures de webinaires en groupe pour travailler. Et c'est là où on peut justement aborder des questions qui sont vérifiables. Mhm. Ouais, très bien. Voilà. Magnifique. Merci infiniment, Ça Maud vous parle. Christen. C'est une conversation passionnante, hein. J'ai adoré pouvoir échanger avec vous. Bon, eh ben, je m'en réjouis. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité pour Très parler bien. de mes passions. Voilà.